truc d'incendie, enfin, si tout marche bien, elle ne va pas sonner. Merci à vous d'être venus au rendez-vous. On a un petit bout de vie à partager autour d'un thème immense, comme vous le disait Adiba Arbious, c'est père-mère, comment éviter la galère, qui est la juste place de chacun. Je dois dire que, personnellement, on avait eu beaucoup de contacts à distance avec Horizon Pluriel, et on sentait qu'il y avait quelque chose de très fort qui se jouait. Je suis venu cet après-midi pour mieux connaître les actions, et je vous dis en toute honnêteté, j'ai été sidéré de voir... Descendez un petit peu le volume là, si vous pouvez. Un petit peu, voilà. J'ai été assez sidéré de découvrir ce travail qui était fait par des parents et par des femmes notamment, et aussi, on parle beaucoup des femmes, mais j'ai pu voir que les maris bossaient vachement. C'est terrible d'être mari de femme qui a Horizon Pluriel. J'en ai vu un qui faisait le chauffeur, qui faisait le porteur, qui faisait les micros, enfin tous c'est des hommes orchestres. et donc, je suis très 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 touché d'être ici dans un tel contexte, notamment pour ce thème père-mère. Je dois dire que, et ça peut vous paraître surprenant, les démarches, j'ai vu aussi ce qui était organisé autour de sorties avec des familles, de repas festifs, autour de thèmes de différents pays. Enfin, c'est très impressionnant. Et je me suis, enfin, je vais me présenter en 2 minutes, mais je travaille dans différents pays. Et en entendant, en voyant ce que les Horizons Pluriels, je me suis un peu cru au Québec. Je me suis un peu cru au Québec, en raison du climat, bien sûr, hein, mais en raison de l'état d'esprit. Parce que au Québec, ce type de lien, j'y vis un mois par an depuis 13 ans, et ce type de lien, ils appellent ça de la prévenance. La prévenance. C'est un mot magnifique que j'ai appris, je dirais, à mes dépens, parce que moi, je travaille là-bas avec le gouvernement, comme suivi de projet, et dans le bureau de la ministre de la Famille à Montréal, il y a un parchemin sur lequel est écrite une phrase extraordinaire. C'est « Il coûte moins cher d'aider un enfant et une famille à se construire plutôt que d'attendre qu'ils dysfonctionnent pour les soigner. » Cette femme, Pauline Marois, ministre de la Famille, plus actuellement, mais elle risque de le revenir, la première fois c'était en 1995, dans son bureau j'ai vu cette phrase « Coûte moins cher d'aider un enfant et une famille à se construire, plutôt que d'attendre qu'ils dysfonctionnent pour les soigner. » Je suis tombé en amour, comme ils disent, devant cette phrase, et je dis « C'est fabuleux, le Québec, quel sens vous avez de l'humanisme ?» Et alors elle m'a engueulé, excusez l'expression, heureusement on était tous les deux dans son bureau, parce qu'elle m'a dit « On n'est pas des humanistes, on est des gestionnaires. » Et elle m'a expliqué que cette phrase, que moi je découvrais en 1995, c'est elle qui l'avait fait inscrire en 1990, suite à une étude financière qu'elle avait fait faire à des gestionnaires, justement, pour voir à combien revenait au pays le problème des incivilités, des dysfonctionnements familiaux. Et ils se sont rendus compte que c'était un gouffre financier et que ça coûtait beaucoup moins cher d'aider des parents à se construire, d'aider des parents et des enfants à se construire. On le sait, ça. Mais il est évident qu'on est beaucoup plus, nous, dans attendre qu'il y ait un problème. N'est-ce pas? Alors, c'est important, et je suis très heureux, notamment, que cette soirée accueille des personnes assez différentes, je dirais des personnalités assez différentes, et je pense à Olivier Arlemont, notamment, qui est directeur de l'UDAF, l'Union des associations familiales du Nord. On est vraiment dans cette dynamique de famille, et c'est précisément ça qui m'a fait penser au Québec. Je vous parlais à l'instant du mot prévenance. Je me suis fait discuter 2 fois par cette même dame. La première fois, c'était dans son bureau, quand j'ai parlé d'humanisme, mais la deuxième fois, en voyant tout le travail d'accompagnement qui est fait aux côtés des parents. Ils ont un verbe, là-bas, qui est le verbe réseauter. Ils réseautent. Ils créent du réseau. Ils luttent, on y verra ensemble, contre les isolements des parents. Nous, on les fabrique. On n'est pas tout à fait dans la même logique.
Hein, c'est une petite parenthèse, quand je parle d'isolement, par exemple, j'animais il y a 15 jours à Nancy le colloque national des cadres sages-femmes, il y avait 450 sages-femmes qui venaient de toute la France, et qui me disaient à quel point elles étaient désappointées de ne plus avoir vraiment les moyens de faire l'accompagnement des parents, d'aider un couple d'amants à devenir un couple de parents, et comment de plus en plus elles étaient là pour être des techniciennes de l'accouchement, avec des femmes qui au bout de 2-3 jours partaient de la maternité et se retrouvaient complètement larguées à la maison en n'ayant pas le mode d'emploi. Donc revenons une seconde et une dernière seconde au Québec. Je vous ai parlé du mot prévenance. Ben, c'est vrai que beaucoup d'actions sont menées là-bas pour réseauter, pour créer du lien. Et je suis une deuxième fois dans un colloque, quelques semaines après la première rencontre, de nouveau tombé en amour. Et j'ai dit, alors il y avait plein de monde dans la salle, là je dis, mais c'est fabuleux au Québec, quel sens vous avez de la prévention? Et c'est la première fois de ma vie où j'ai appris le mot prévenance. Pourquoi? Parce que la même Pauline Marois, la ministre, elle a pris le micro, et elle me dit, mais prévention, qu'est-ce que c'est à faire? C'est encore un mot à la française. Et elle m'a fait un cours en direct devant tout le monde. Elle m'a dit, comprenez bien, c'est le simple fait de penser prévention. Vous pensez qu'il va y avoir le problème? Je dis oui. Elle rétrécit le champ en me disant, donc vous avez une idée des quartiers à problème. Ça se rétrécissait encore plus. Elle rétrécit encore plus en me disant, vous avez presque le nom des familles à problème dans les quartiers à problème. Elle avait fini par rétrécir complètement son exposé en me disant, donc vous risquez de voir des problèmes là où il n'y en a pas, et de ne pas en voir là où il y en a peut-être. C'était une bombe pour moi. Et c'est là où elle m'a dit, on ne parle pas de prévention, on parle de prévenance. Être attentif aux besoins de l'autre. Lutter, encore une fois, on y reviendra, contre les isolements. Isolement géographique, être seul chez soi, ne pas forcément connaître ses voisins. Isolement par non-conformité au modèle. Et au passage, père, mère, évitons la galère, eh bien on verra que la famille se porte, les familles se portent mieux que jamais, et je pèse mes mots, mais ce dont elles souffrent, c'est bien souvent parce qu'elles sont en mutation d'un certain isolement par rapport à un pseudo-modèle idéal. Pseudo-modèle idéal sur lequel on reviendra, très ancré dans différents pays, comme la France notamment, est très contenu dans Boucle d'or. Boucle d'or, où vous avez le papa ours avec grand bol, la maman ours avec moyen bol, et les oursons qui n'ont pas de bol. Enfin, on y reviendra, mais on voit que on est plombé par un certain nombre de représentations. Or, la famille, elle bouge extraordinairement. Dans le titre, il y a le mot père. Eh bien, je vous dirai en 2 mots, pourquoi je suis très rassuré par rapport au père, parce qu'à une époque où on nous dit que les parents démissionnent, je ne vois pas personnellement de parents démissionnaires, sauf en psychiatrie lourde. Par contre, et c'est ce que je voulais un peu vous dire à travers la prévenance, je vois beaucoup de parents démissionnés. Des parents à qui on ne donne pas forcément leur juste place de parents. Quant au père, quant aux grands-parents, eh bien, ils n'ont jamais été aussi présents, aussi nombreux. Ces pères sont de plus en plus extraordinaires. Il y a bien sûr ceux d'horizon pluriel, mais pas seulement. Il y a les autres aussi, qui s'impliquent. Ces pères qui sont, encore une fois, de plus en plus actifs aux côtés de l'enfant. Alors on se fera une petite séquence, Radio Nostalgie, en voyant que, quelle que soit notre culture d'ailleurs, on peut être plombé par les représentations auxquelles on se croit non conforme. N'est-ce pas? Et pourtant, en tant que parents, on est les premiers éducateurs. Alors, notre rencontre autour de ce thème va être très mosaïque et j'ai noté, enfin, il m'a été donné un programme, donc c'était un petit détour par le Québec, parce qu'on est dans de la prévenance, on est dans du lien. Hein, et c'est hyper important de faire en sorte que les parents se sentent solidaires, se sentent compétents et partenaires. Hein, en filigrane dans mon exposé, c'est vraiment l'idée de parents premiers éducateurs qui sortira, mais c'est un paradoxe. On nous dit parents premiers éducateurs, c'est vrai, mais dans le paradoxe, qui n'en est pas un, je rajouterais danger du huis clos familial. Il est évident que les parents sont les premiers éducateurs, mais qu'une famille enfermée sur elle-même
peut être en grande difficulté. Notamment, on y reviendra, parce que cet enfant-là, il va s'employer à prendre une place qui n'est pas forcément la sienne. Je vois des bébés chefs de famille, comme je vois des enfants chefs de famille. Je vous citerai comme Dolto aurait eu 100 ans le 6 novembre, il a eu la chance pendant 22 ans d'être dans son sillage assez direct, et j'ai préparé 10 petites phrases qu'elle nous disait assez fréquemment. Il n'y en aura plus que 9 dans quelques secondes, puisque je vous en dire une. Des petites phrases avec beaucoup d'humour qui la caractérisaient. Elle nous disait, c'est très bien, elle parle d'une période où l'enfant était rien. C'est-à-dire, il n'y a pas si longtemps. N'est-ce pas? On est dans les années 70. Hein? Bébé est une personne, un film date de 1984. Les compétences du bébé sont encore approuvées. Pas quand Dolto a démarré, on dressait les enfants. Et les enfants n'avaient pas le droit à la parole. Enfin, on ne va pas non plus ça jouer ancien combattant, mais quand elle a vu monter en puissance la présence de l'enfant, le respect de l'enfant, elle nous disait des petites phrases formidables. Par exemple, elle disait, c'est très bien que l'enfant soit roi, mais c'est une catastrophe s'il règne. Je ne sais pas si vous voyez la portée philosophique de ce propos. Et malheureusement, eh bien, on peut voir que dans ce huis clos familial, l'enfant, avec une énergie débordante, va tout faire pour occuper une place qui n'est pas la sienne. On m'a donné un programme que vous avez aussi. Alors on m'a dit, il faudra parler de encourager, faciliter pour l'enfant la réalisation de certaines tâches, sans oublier de récompenser ses efforts. Là, on se parlera de l'estime de soi, de la valorisation de ses compétences. Deuxième axe qui m'a été proposé, c'est accepter de rentrer en conflit avec lui. Alors là, on se parlera d'une question essentielle, c'est comment ne pas avoir peur de ne pas être aimé par nos enfants si on leur dit non. Ils sont très bons dans cette discipline. S'ils nous semblent fragiles, si notre préoccupation essentielle c'est « est-ce que mes enfants m'aiment ?» on est foutu. Tu ne veux pas me le donner, je n'aime pas, t'es pas belle. Oh, je le donne. Donc on va déjà monter en pression la place toute puissante qu'un bébé occupe. C'est important, si vous voulez, cet éclairage. On va avoir une rencontre très en mosaïque, mais après on en débattra. On fera un petit survol, une vue aérienne, très Arthus Bertrand, du développement de l'enfant. Qu'est-ce qui se passe, cette séquence, entre le moment où le bébé naît et le moment où il devient adulte? Vous avez vu, c'est un film vu très aérien, hein. Ça dure 3 minutes 15 normalement. Hein. Donc, en 3 minutes 15, on a dû voir qu'il s'était passé une série de séquences entre la naissance et le fait de pouvoir devenir adulte. Ces séquences, elles sont plus ou moins faciles. Pourquoi? Entre autres parce que, on se rendra compte assez vite, que le bébé humain, contrairement aux autres mammifères, il est mal fichu. Il naît prématuré. Il risque de mourir dans les heures qui suivent sa naissance, le bébé humain, s'il n'a pas une combine. Alors, ils ont tous une combine. Excusez de la voir, mais c'est de la clim d'hier. Hein, c'est pas une clim. La combine, c'est la séduction. Tous les bébés, tous les fœtus se repassent la technique de fœtus à fœtus. Plus ils sont séduisants, plus ils survivent. Il est beau ce bébé, il est gentil, on lui donne à manger, on l'embrasse, on le change. Formidable. Ça, c'est le début. Certains, à 30 ans, sont encore dans ce rapport-là avec les parents. Donc là, c'est plus du tout normal. Mais grâce à cette séduction, eh bien, il va obtenir tout ce qu'il veut. Puis il y a des moments, mais c'est et il va avoir lui dire, tu fais des colères. Oh, les parents vont te le donner. Mais alors, vous avez des parents terribles. Ils sont résistants. Ils laissent quand même le gamin se coller par terre et lui filent pas ce qu'il veut. Alors, ils ont d'autres techniques. Entre eux, ils se refilent des trucs. Il y a un qui dit, le mieux, c'est dans la pathologie. T'as essayé le vomi? C'est vachement bien. Quand on te refuse quelque chose, tu vomis. Alors tes parents ils vont te le filer tout de suite. Alors ils essayent. Et puis il y a des parents qui résistent même au vomi. Ça grimpe d'un cran. Alors là, ils rentrent dans la vraie pathologie. Il y a une technique, le spasme du sanglot. Essaye ça, tu vas voir, ça marche à tous les coups. On me refuse un truc, oh, j'ai les yeux blancs, je tombe en arrière, je respire plus, je deviens bleu. Là, on me le dit tout de suite, on appelle le SAMU. Le médecin dit c'est le spasme du sanglot, mais ça ne rassure pas pour autant. C'est un bon investissement. Cet enfant va pouvoir obtenir toute la place. Donc la question de la juste place,
Je ne vais pas déflorer quelques phrases de Dolto, mais je vous en donne comme ça au compte-gouttes une deuxième. Elle nous disait des choses très idiotes en apparence. Elle disait, le seul rôle qu'un enfant peut occuper vis-à-vis de ses parents, c'est d'être l'enfant de ses parents. Vous vous rendez compte? Il n'y a pas besoin de s'occuper de s'appeler Dolto pour dire des trucs pareils. Mais, pour justifier son nom, elle rajoutait une deuxième série à cette phrase. Elle disait, aucun enfant n'a pour vocation d'être le parent de ses parents. Aucun enfant n'a pour vocation d'être le conjoint de ses parents. Aucun enfant ne peut être le punching ball, ni le thérapeute, ni une solution. Au passage, elle rajoutait souvent, par contre, tous peuvent être un problème. Aucun enfant, disait-elle, ne peut être le confident. Et ça, pour nous, sont des choses essentielles. Pourquoi? Parce qu'on pourrait faire une phrase, une conférence entière sur chacun de ces mots. La juste place de l'enfant. Cette conférence pourrait, de santé, s'appeler la juste place. Juste place des parents, juste place de l'enfant, juste place du monde extérieur. Tous nos propos seront dans un triangle. Précisément pour sortir du huis clos, notre enfant, ses parents, son cadre familial et le monde extérieur. C'est dans ce triangle que l'on va ensemble se balader. Pour rester dans un triangle, encore, eh bien, je vais rester sur le chiffre 3. Ce qui caractérise un enfant, et je parle autant d'un bébé que d'un ado, et on y reviendra dans 2 minutes, c'est trois boules qui le constituent. La première boule, c'est une boule d'amour. Et c'est la dernière question qui est abordée sur cette liste. La question lancinante, on va y revenir tout de suite, est-ce que mes parents m'aiment tel que je suis? J'en doute. Je vais en permanence faire des vérifications d'amour. Quand je dis parents, je parle du papa et de la maman, et du père et de la mère. On y reviendra ensemble. C'est pas forcément la même chose. Je suis peut-être seul avec ma maman. On appelle ça en France une famille monoparentale. C'est terrible. La pauvre maman, elle fait toute la famille. Et le lundi, elle fait la maman, le mardi, le papa, le mercredi, la grand-mère. Enfin, si l'enfant fait une bêtise, on dit t'as oublié l'oncle. C'est assez intéressant. Non, je suis l'enfant, mais cette maman seule, elle ne m'a pas fait seule. J'ai quelque part un père dans la tête. Un papa. J'ai peut-être pas de père à la maison. Mais un papa, j'en ai besoin dans la tête. C'est essentiel pour nous, en tant que psy, ce que je veux dire. Pourquoi? Parce qu'il y a une différence essentielle entre le père et la mère, et le papa et la maman. Prenons un exemple. À quel moment allons-nous être autonomes? Par rapport à notre père et notre mère, il faut essayer d'être autonome le plus tôt possible. Et on peut dire que le problème de plus en plus fréquent, c'est le manque d'autonomie. Là, je vous parle des tanguis, par exemple, des adolescents, de jeunes qui ne peuvent plus du tout partir de chez le père et la mère, tellement ils se sentent chez eux. Je vous dirais peut-être au passage des choses monstrueuses. Je vous dirais par exemple, une horreur, que le plus tôt possible, il faut faire sentir à nos enfants qu'ils ne sont pas chez eux, qu'ils sont chez nous. Oui, il y a un bébé qui crie, il dit « Oh, il m'a dénoncé !» qu'ils sont chez nous. Ils ont leur espace, c'est pas avec des mots, hein. Rentrez pas chez vous ce soir en disant on a été à une conférence, t'es plus chez toi. Hein. C'est dans la pratique. On pourra en parler si le sujet vous intéresse, mais il y a quand même quelques techniques de base pour faire sentir à nos enfants qu'ils sont chez nous. Ils ont leur espace à eux, chez nous, peut-être leur chambre. N'est-ce pas? Donc par rapport à un père et une mère, il faut être autonome le plus tôt possible. Par contre, par rapport à un papa et une maman, à quel âge sommes-nous autonomes? Jamais. On découvre, en règle générale, notre réel niveau d'autonomie quand ils sont morts. Et des fois, on n'est pas déçu du voyage. Pourquoi un papa et une maman? Parce que précisément, c'est rare qu'une femme puisse faire un enfant seule. Techniquement, c'est extrêmement difficile. Même le clonage ne marche pas à fond les manettes. Donc cette mère est seule avec un enfant. Mais il a un papa quelque part. Et il est rarissime
qui ne puisse pas avoir des petits éléments pour, dans sa tête, avoir un papa matériau. Il n'a pas de papa matériel qui est là. Il a besoin d'avoir un papa matériau. Vous rencontrez dans la rue une amie qui est seule avec un enfant et qui vous dit « il n'a pas de père ». Ça vous trouble. C'est très rare. Il faut faire attention, il y a une exception tous les 2000 ans. Donc, c'est peut-être l'exception. Hein. Non, il y a 2000 ans, il y en a un qui est venu sans père. Enfin, les études sont en cours. Il était, en plus c'est terrible parce qu'il était SDF, sans papier, immigré, né dans un squat. J'imagine, j'ai rien contre le mari de Carla Bruni, mais il y a 2000 ans, on aurait eu l'air un peu tard s'il était empereur romain, vous voyez, qu'il ait viré le précédent, enfin, sous couvert qu'il était sans papier. Et je vous dis ça parce que il y a 2000 ans, l'autre était venu en crèche. Comme c'est qu'il y a des gens parmi vous qui travaillent en crèche, il faut ouvrir l'œil. Hein. Quand même, j'ai rien contre Marie, mais vous vous rendez compte, elle ne travaillait pas, elle mettait déjà son enfant en crèche. Et les parents, enfin, hein, on est bien d'accord. Merci. Elle me propose une petite pastille, mais non, ça va s'arranger vraiment. Donc, je plaisante à moitié en disant ça. Un enfant qui va entendre dire qu'il n'a pas de père, qui n'a pas de papa, va être un enfant fragile. Il a besoin d'avoir quelques éléments matériaux. Des éléments de lisibilité, mais aussi des éléments qui doivent être constructibles. On y reviendra dans quelques instants de façon plus précise. Pourquoi? Vous rencontrez dans la rue une autre amie qui est dans le même cas et puis vous dire, lui il a un père, mais c'est le dernier des derniers, si je le vois, je le passe à la Kalachnikov. Et bien là, on est devant un cas pathologique d'une mère qui, parce qu'étant seule avec cet enfant, confond sa querelle de femme et l'image qu'elle véhicule de ce papa. Libre à cet enfant un jour de se faire une idée sur ce papa. Même lui, pour se construire, il a besoin de s'identifier à des éléments positifs. Aucun enfant ne peut se construire sur du négatif, si ce n'est au prix de se croire lui-même négatif. Et on est sur de l'essentiel. Si vous voulez plus de précision là-dessus, relisez un livre, un grand classique, Marcel Pagnol, La gloire de mon père. Et si vous n'avez pas le temps de tout relire, reprenez que la scène des Martavel, où l'oncle Jules prend toute la place, et où le père disparaît sous l'oncle Jules. Et on voit ce gamin qui, grâce à des palombes, grâce à des Martavel, restaure l'image de ce papa. C'est hyper important, cette donnée-là, pour que, encore une fois, l'enfant se construise. Donc, 3 boules, vous disais-je. L'enfant, au départ, est plombé par 3 boules. La première boule, c'est une boule d'amour. Est-ce que je suis aimé tel que je suis? La deuxième boule, c'est une boule de culpabilité. Est-ce que ce qui arrive autour de moi, c'est pas de ma faute? La troisième, c'est une boule de peur. J'ai peur d'un tas de trucs. Et il va falloir en permanence que, moi, l'enfant, pour grandir, je trouve des solutions à ces 3 boules. Ça paraît théorique. Faisons un petit exercice. Question, est-ce que je suis aimé tel que je suis? Cette boule d'amour, eh bien, elle est en permanence posée dans la tête de cet enfant. Dans cette famille, on a 2 enfants. On a une grande fille de 5 ans qui a toutes les qualités. Elle est très en avance. Elle était prof de bonheur. Elle est rentrée tôt à la maternelle. Donc, elle sait lire avant le CP. Vous voyez, enfin, vraiment, on a beaucoup de chance. Il y a des carnets d'évaluation à l'école. Et ben, elle a tout bon. Vous voyez? Mais on a un deuxième enfant. C'est un petit garçon de 3 ans. Je vais être honnête avec vous. On voulait une deuxième fille. On a fait une échographie précoce. L'échographiste nous a annoncé le sexe de l'enfant. Ça s'appelle IVF, interruption volontaire des fantasmes. On était déjà déçus. Mais en plus, lui, il est feignant. Il fait rien. Il mange bien, hein, mais ça sera du genre à rentrer de l'école sans son cartable. Vous voyez? Pourtant, hein, qu'est-ce qu'on l'aime? On l'aime tellement qu'on lui dit « Regarde ta sœur ». N'est-ce pas? Vous comprenez bien cette mécanique. Cet enfant va peut-être aller à la crèche ou chez une assistante maternelle et puis entendre dire « Dis donc, on avait ta sœur il y a 2 ans, c'est autre chose ». Il va peut-être aller dans la même école et entendre dire « J'avais ta sœur ». Et donc, heureusement qu'il y a ta sœur dans la famille. Je suis allé il y a 2 ans à peu près, à Toulouse, dans une classe de cours moyen 2e année où l'institutrice était un peu dans ce cas-là. Elle avait dans sa classe un garçon qui avait plein de talents, mais pas ceux qu'on demande à l'école. Embêtant parce que comme on en demande de moins en moins à l'école des talents,
comme on rétrécit les moules, on est de plus en plus nombreux à avoir des enfants qui ne rentrent pas dans le moule. Vous voyez, ça c'est un peu embêtant. Et apparemment, on est en train de les rétrécir encore. Vous voyez. Donc, cette maîtresse avait dans sa classe un élève qui avait plein de talent, mais pas ceux qu'on a à l'école. Et 2 ans auparavant, elle avait eu la grande sœur très talenteuse. Sur son livret scolaire, je l'ai en photocopie dans mon sac, je vais vous montrer tout à l'heure, elle avait marqué, moi c'est historique, ce n'est pas sa sœur. Je l'ai félicité, sous l'angle biologique, elle a entièrement raison, mais j'ai quand même laissé ma carte de psy, ça peut rapporter des clients, ce genre de truc. Ça peut même rapporter 2 clients d'un coup. Pourquoi? Parce que la grande sœur, histoire d'amour, elle risque de se sentir aimée que quand elle est la meilleure. Et vous avez typiquement un enfant qui a peur de l'échec. L'autre, le petit frère, lui, il ne pourra jamais se sentir vraiment aimé vu qu'il n'est pas la sœur. Et on est en difficulté. Être père, être mère, ça veut dire valoriser les compétences. Et je dirais, plus nos enfants n'entrent pas dans le moule, plus il faut bosser pour valoriser les compétences. Il va falloir bien sûr marquer ce qui ne va pas bien, mais aussi regarder ce qui va bien. C'est pas neutre, parce que nous sommes très forts dans une culture où on a tendance à regarder ce qui ne va pas. Et c'est la différence que je fais précisément avec le Québec, ou des pays beaucoup moins loin d'ici, la Belgique, où je suis souvent admiratif du regard qui est posé. Je travaille beaucoup autour de la question de l'enfant porteur de handicap en Belgique. C'est l'autoroute de bosser en Belgique, c'est très lourd de bosser en France. Pourquoi? Parce qu'en France, l'enfant porteur de handicap, on le regarde fortement comme un handicapé. Alors que, si on passe la frontière, on regarde cet enfant comme un enfant porteur de handicap. Ce qui veut dire, ça paraît un détail, c'est pas du tout un détail. Ça veut dire qu'indépendamment, voire grâce à son handicap, cet enfant a plein de compétences. Dans beaucoup de crèches que je vois dans beaucoup de régions de Belgique, eh bien, on y apprend la langue des signes, par exemple. Dans le but, potentiellement, peut-être, d'accueillir un enfant malentendant, mais pas seulement. Dans le but d'établir aussi un langage avec des enfants qui entendent normalement, mais qui ne sont pas très branchés au niveau de l'oral, et qui, par jeu, vont pouvoir communiquer. Donc, cette boule d'amour, est-ce que je suis aimé tel que je suis? Eh bien, ça pose un vrai problème. Je vous parle d'enfants. Alors, je vous dois une précision. Est-ce que je suis en train de vous parler de bébé ou d'adolescent? Mon travail, je vais vous le présenter dans 3 secondes, eh bien, il se situe autant au niveau des bébés qu'au niveau des ados. Et je dois dire que je n'arrive pas à faire une différence entre le bébé et l'ado. J'en ai vu un qui est plus grand qu'autre, mais sinon, c'est le même. L'adolescent, je suis terrorisé quand j'entends dire l'adolescent, il n'est ni bébé ni adulte. C'est pas vrai, il fait les deux. Il est les deux, il est bébé et adulte, et il fait même les deux le même jour. Il peut se réveiller bébé, se coucher adulte, et inversement. C'est pour ça qu'on l'appelle ado, hein, parce qu'il est double. Et il est adorable et adolescent, excusez l'expression. Mais en tant que parent, père, mère, comment sortir de la galère, ça s'applique aux tout petits. On rentre à la maison, on n'a pas le mode d'emploi, on l'a dit tout à l'heure. Et puis on était un couple d'amants, et Vlatipan, que le tout petit, il dort entre nous. Et qui veut plus se barrer. Et que le bébé est au milieu en disant « j'ai un rôle conjugal ». Je sens que certains soirs, c'est bizarre la façon dont maman dit à papa « c'est bête quel petit hein. ». Ça l'arrange. Il y a d'autres soirs où ça arrange papa. Ce qui est embêtant, c'est quand c'est pas les mêmes soirs. Donc, on parle du bébé, mais l'ado. L'ado, c'est kiff-kiff. Être parent d'adolescent, c'est également une galère. Non pas, on y reviendra, parce que l'adolescence est une période de crise. C'est rarement une période de crise. Je le dis en toute connaissance de cause. Il y a en France un observatoire de la santé des adolescents, qui est dirigé par une sociologue remarquable, Marie Choquet, qui tous les ans publie des chiffres et qui nous montre que globalement, les 3/4 des adolescents vont bien. Ça, c'est un amalgame ado égale crise. J'étais la semaine dernière, vendredi, à Genève, où je faisais une conférence sur les adolescents. Il y a une maman qui est venue me voir avec sa fille de 15 ans. Après la conférence, elle me dit, vous savez, je suis seule avec ma fille, je l'ai élevée seule, famille monoparentale un peu dans le texte. Elle a 15 ans, elle n'a toujours pas fait sa crise. C'est terrible, vous voyez, la maman tous les jours regardait sa Swatch en disant, ça va être aujourd'hui sa crise. Heureusement, la fille était là.
Je peux lui dire que ça serait bien de se faire un petit semblant de crise, quoi, histoire pour que la maman est mieux. Mais l'adolescent, eh bien, l'adolescence, c'est la suite logique, on y reviendra dans notre vue aérienne, de ce qui a été appris au niveau de la petite enfance. Notre bébé, il naît dans la séduction, un peu dans le texte. Après, il va apprendre qu'il n'y a pas que lui. La séduction, c'est un principe que l'on connaît sous le nom principe de plaisir. C'est très simple. C'est « je suis le centre du monde, j'ai tout ce que je veux tout de suite ». Je peux vous assurer que sur chacun de ces phrases, chacun de ces mots, tout de suite, j'attends pas. C'est l'antithèse de la frustration. Moi, le tout petit, j'accepte pas une quelconque frustration. Bernard Tapie, on est encore là. Et quand je pense que les bébés qui sont nés aujourd'hui lui doivent déjà du fric, ça c'est terrible. Mais, donc, principe de plaisir, je suis le centre du monde, j'ai tout ce que je veux tout de suite. C'est vachement confortable. Mais il va falloir, père, mère, pour sortir de la galère, que mes parents, premier code pédale, eh bien, ils m'apprennent le contraire. Ils m'apprennent que je suis quelqu'un d'important, mais qu'il n'y a pas que moi. Ils m'apprennent à partager, à prêter. Ils m'apprennent à attendre. C'est-à-dire qu'ils m'apprennent cette clé indispensable à la vie sociale, c'est la frustration. Moi, le bébé, le tout petit, je vais essayer d'apprendre ça. Est-ce que mes parents vont me l'apprendre? C'est pas sûr. Imaginons que oui, ça roule. J'aurai donc après une autre période, entre 6 et 12 ans, on dira, où je vais faire cuire à feu doux ce que j'ai appris dans la petite enfance. J'ai compris qu'il fallait que j'aille au lit à telle heure. J'ai compris qu'il fallait rester à table jusqu'à ce qu'on ait fini de manger. J'ai appris que papa et maman, ils étaient à peu près cohérents. J'ai peut-être appris le contraire. S'ils ne sont pas cohérents. Aucun enfant, disait-on tout à l'heure, ne peut être le punching ball. Imaginons que papa et maman, ils ont envie de se servir de moi pour casser les pieds à l'autre. Je vais très vite le comprendre. Ils ont décidé que je devais me lever de table quand j'avais fini de manger. C'est bien ça. Ça, c'est intellectuel. Mais je me lève de table avant d'avoir fini. Ça roule. Maman me dit, tu te rassois, tu n'as pas fini. Ma socialisation est en marche. Mais non. Parce que papa, pour casser les pieds à maman, va dire, oh, il a plus faim. Il peut aller jouer. Ça roule. Maman, j'ai oublié de vous dire, toute ressemblance avec des personnes ayant existé sera possible dans mes propos, hein, parce que c'est pas inventé, c'est simplement vécu. Je travaille dans le cadre du mouvement familial et je rencontre en permanence des parents. Rassurez-vous, maman pourra reprendre sa revanche le soir. Ils ont décidé, mes parents, que je vais aller au lit à 20h. Papa va dire, il est 20h. Et maman, pour casser les pieds à papa, va dire, oh oui, il a fait la sieste, il peut regarder des dessins animés. Moi, l'enfant, j'aurais du boulot, là, pour trouver de la cohérence, s'il n'y en a pas. Je testerai la cohérence. J'ai entre 1 an et 6 ans, à la louche. Ce que je vous dis là est absurde, hein, parce que je parlais d'ados, par exemple. Il y a 20 ans, je travaillais avec des ados de 13-16 ans. Actuellement, je travaille avec des ados de 6-30 ans. Vous voyez, l'idée d'âge. Mais, globalement, entre le moment où je marche et 5-6 ans, je vais essayer de tester la cohérence. Si je sens une bonne cohérence, ça va, j'aurais compris. Sinon, j'irai plus loin. Je vais utiliser différentes techniques. Tiens, une technique classique, la technique du bonbon. Elle marche à tous les coups. Et tous les enfants la connaissent. Elle consiste à demander à papa un bonbon, la tête droite, sur un mode impératif. Je veux un bonbon. Papa va me dire non. T'en as mangé de trop. Vous pouvez inverser les rôles, hein. L'essentiel, c'est qu'il n'y ait pas les deux mêmes versions. Donc, je vais voir maman, en inclinant la tête. Geste des mendiants du monde entier, et geste infaillible. C'est le seul geste qu'on trouve sur la planète entière. Maman, tu me donnes un bonbon. Maman va dire oui. Obligé de succomber, mais un seul. J'accepte le deal. Vous comprenez bien que le but de ce bonbon, c'est pas d'être mangé, c'est d'être montré à papa. Je suis en plein boulot, là. T'as vu, elle me l'a donné. Après, j'ai plus qu'à compter les points. Dans cette même période, pour apprendre le principe de réalité, je ne suis pas le centre du monde, eh bien, je vais provoquer mes parents un match pour avoir un code pénal. Parce que j'ai oublié de vous dire, quand j'étais bébé, comme j'étais dans la séduction, j'avais le droit de tout faire.
Donc j'avais un code pénal dans la tête. Mais il était vierge. J'avais rien marqué dessus. J'avais tous les droits. Je me rends bien compte qu'il faudrait un petit peu écrire des trucs. Page de droite, je vais marquer ce qu'on n'a pas le droit de faire. Page de gauche, je vais marquer ce que je peux faire. Comment vais-je tester? Tiens, par exemple, par des bêtises. Je vais faire un max de bêtises. Si ça coûte pas cher, je les mets page de gauche. Si ça coûte cher, je les mets page de droite. Rien de plus simple. Alors, pour avoir une bonne lisibilité, je vais grouper les bêtises le même jour. Ça sera plus facile à écrire. Tiens, aujourd'hui, il fait un peu gris, il fait un peu frais. Je vais faire la vérification des limites. J'ai 2 ans, 3 ans, 4 ans. Je commence à 9 h par une méga bêtise pour voir dans les combien ça coûte. Avant, voir le chapitre Radio Nostalgie, Boucle d'Or, l'autorité, c'était papa. Papa s'occupait pas tellement des enfants, mais maman travaillait très peu à l'extérieur. 1970, en France, 24% des mamans de 2 enfants travaillent à l'extérieur de chez elles. 1990, 77%. Pas neutre. Maman s'occupait des enfants, très bien. Bonne mère, 12 paires de guillemets. 13 paires de guillemets. Et quand elle s'en sortait plus, eh bien, elle appelait le papa. Alors là, il arrivait avec la carapace de Papa Ours. De quoi s'agit-il? La sanction était, paf, une baffe. Tu pleures, t'en as une deuxième. C'était le bon temps pour Papa Ours. Je suis allé l'autre jour faire une conférence à Cambrai, et dans le magasin d'usine qui vend des bêtises, j'ai remarqué que dans la partie gauche de la vitrine, il y avait des martinets. Et le vieux monsieur, vous pouvez aller voir, c'est un des rares endroits où trouver des martinets. Le vieux monsieur qui tient la boutique m'a dit que ça faisait 70 ans qu'il est centenaire, monsieur, qui vend des bêtises. Et finalement, il se rend compte que maintenant, il faut vendre un peu de martinets, là. Vous voyez? Donc, notre Loupio va chercher les limites. Avant, il remplissait avec la page de droite. Je rajoute une dernière petite parenthèse. Ce Papa Ours qui avait été carapassonné, là, il sentait bien quand même qu'en termes d'émotion, il avait raté un petit quelque chose. En clair, lui aussi, il avait une session de rattrapage. Plus il avait été un père casse-pied, plus il augmentait ses chances de devenir un grand-père cool. Au grand désarroi de ses enfants qui disaient « Bon sang, il nous a cassé les pieds toute notre enfance et maintenant c'est le père qu'on aurait voulu avoir avec nos propres enfants. » C'est normal, ça fait partie de l'évolution de la famille. Si vous voulez savoir comment à cette époque-là les enfants remplissaient la page de droite, vous écoutez une chanson de Dutronc extraordinaire, c'est « Fais pas ci, fais pas ça, à cheval sur mon bidet ». Écoutez attentivement le texte. Vous y entendrez une phrase du style « Tu n'es qu'un bon à rien, je te dis ça pour ton bien », qui est eu Dutronc. Vous comprenez le boulot qu'il y avait à faire, et Dolto a fait, enfin on l'a cité, n'est-ce pas? Je remplissais avec la page de droite. Mais les choses ont évolué. Moi, l'enfant, j'ai pris une place extraordinaire dans la famille. Je suis devenu central. C'est plus mes parents qui sont là pour faire mon bonheur, c'est moi qui suis là pour faire le leur. Il faut que je sois heureux, j'ai tous les droits. Mais je vais quand même essayer de faire des bêtises. Mais la version est différente. 9 h du mat, je fais une méga bêtise. Et j'attends pour voir dans les combien ça coûte. Mes parents s'interrogent, voir plus haut dans le texte. Est-ce qu'il va m'aimer si je lui dis non? Rappelez, on l'a dit tout à l'heure. Ça fait 5 minutes que j'attends la sanction. Savoir dans quelle page je l'écris de mon code pénal. Au bout de 5 minutes, la sanction tombe. C'est « ça va tomber ». Page de gauche, ça. Bêtise à refaire. Donc à 10 h, je fais une deuxième bêtise. Un peu pire. Et le prix, je ne te le répéterai pas. Page de gauche. Bêtise à refaire. 11 h, troisième bêtise. Et le prix, c'est la dernière fois que je te le dis. Vous avez des journées comme ça. À 5 h, on a une tête au carré. On dit, je ne sais pas ce qu'il a dans la peau. Depuis ce matin. Évidemment, il est en plein boulot, le gamin. Mâle ou femelle. Il fait la vérification des limites. C'est le thème du jour. Donc à 5 h, on lui dit, tu mets ton manteau, on va faire les courses. Là, il fait un petit sourire, paf, une baffe, je te l'avais dit. Hein. Mais là, c'était pas une bêtise. Allez savoir dans quelle colonne la mettre. Donc, quand on parle, et là, on fait cette vue aérienne dont je vous parlais, notre bébé séduisant, il va devoir, dans un premier temps, apprendre le principe de réalité. Mais ça ne va pas être simple, pourquoi?
parce qu'il va beaucoup souffrir. Il va beaucoup être frustré de ne pas tout avoir. Il va falloir que les méchants parents acceptent, et là le père et la mère ont des rôles complémentaires, acceptent cette autorité. Il dort, on le disait, entre papa et maman. Ça fait 13 mois que ça dure, dis donc. Papa, il en discute avec des copains, il vient de se rendre compte d'un truc. Ma mère, c'est sa femme. Et il a envie de récupérer sa femme. Il a un grand projet dans la vie. Oh, il me fait dormir dans ma chambre. Frustration totale. J'entends des bruits dans leur chambre. Ça ne ressemble pas du tout à des bruits de père et de mère. Hein. Ça ressemble à des bruits d'hommes et de femmes. Je me demande ce qui se passe. Je suis tombé dans une famille pagaille. J'écoute attentivement, mais je ne suis pas invité à la fête. C'est pas ma place. Heureusement, je vais à la crèche. Et il y a un vieux, moi j'ai 13 mois, mais il y en a un de 24 mois, c'est un redoublant. C'est parce que c'était une année où il n'y avait pas de risque de fermeture de classe. Donc on les prenait qu'à 3 ans à l'école. Le vieux a beaucoup d'expérience. Je suis tombé dans une famille pagaille. Ils me font dormir dans ma chambre. Tu te rends compte? Oh, oui, moi aussi ils me l'ont fait. Mais c'est très simple. Il y a une technique, tu pleures. Et tu vas voir, ça marche. J'ai dit ça marche à tous les coups. Ah, il m'a dit c'est obligé. Et il m'a expliqué que c'était une question des oreilles. D'après lui. Parce que, d'après le vieux, papa et maman, ils n'ont pas les mêmes oreilles. C'est déjà prouvé. Maman, elle a des oreilles, d'après le vieux, faites pour ne pas entendre un marteau-piqueur, mais entendre quand tu pleures. Papa, il a des oreilles faites pour dormir. Donc il m'a dit, tu vas voir, ça marche. Ça risque rien, le soir j'ai essayé, je les ai laissés faire la fête, leur bruit, j'ai écouté, l'imaginaire. Plus j'entends des bruits comme ça, plus j'augmente mes chances de devenir chercheur. Attention, je ne vais pas gagner des masses, à part avec le téléphone. Faut y aller. Donc, je les laisse faire leur bruit, je leur laisse un petit quart d'heure pour se reposer, et je pleure. Ben ça marche illico, dis donc. Maman a réveillé papa avec ses oreilles, elle avait tout entendu. Elle a dit, t'entends, il pleure. Ma socialisation a failli être en marche, à juste place. Papa a ouvert une paupière et a dit, quand il en aura marre, il s'arrêtera. Mais le copain m'a prévenu. Mais il dit, camarade, continue le combat. Il y en a des plus résistants que d'autres. Donc j'ai continué à pleurer. Au bout d'un quart d'heure, maman a réveillé papa. T'entends, il continue. Papa ronflait. Maman a eu une excellente idée. Je vais le faire dormir entre nous, ça va le calmer. Et bien ça m'a calmé illico. Voir l'affiche du film Tanguy. Ça se passe dans le lit, je suis au milieu. Ça m'a calmé illico. J'étais revenu à ma place. Ma place centrale. Sauf qu'il s'est passé trop de trucs après. Parce que papa, il a ouvert l'autre paupière et il a dit, qu'est-ce qu'il fait là? Papa est quelqu'un d'extrêmement important, donc le lendemain, il y avait une réunion extrêmement importante. Donc il fallait qu'il dorme. En clair, il a pris la couette et il a dit, je vais dormir dans la chambre du petit. Comme papa est quelqu'un d'extrêmement prévoyant, le lendemain, il a dit, il va encore recommencer son cirque, je vais dormir dans le canapé du salon. Eh bien, si ce sujet vous intéresse, j'ai longtemps travaillé au service de recherche de la CNAF, la Caisse nationale d'allocation familiale. On tient à votre disposition les chiffres des séparations et divorces qui suivent la première année de la naissance d'un premier enfant. Et on comprend toute l'énergie que cet enfant va mettre pour éloigner, pour garder le père et la mère, mais éloigner l'homme de la femme. Inversement. Ça veut dire quoi, petite parenthèse? Ça veut dire que cette fameuse, c'est une parenthèse, mais essentielle par rapport à notre thème. On nous parle de la fonction parentale. Il faut soutenir la fonction parentale. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Il y a plein de mots, je ne sais pas ce que ça veut dire. Hein. Le mot parentalité, par exemple. Vous seriez bien embêté pour dire ce que ça veut dire, moi aussi. Hein. Même mon ordinateur ne le connaît pas. Hein. Souligné en rouge, parentalité. Et comme ça sonne bien, on a l'impression, tout le monde sait. On ne parle pas forcément du même truc. Est-ce que les beaux-parents font partie de la parentalité? Est-ce que, vous voyez, c'est variable sur les pays. Je dis une petite parenthèse à ce propos. Je suis très content d'être précisément là dans le cadre d'Horizon Pluriel et de voir ce combat de femmes autour du thème de la parentalité. Revenons une seconde en France. En France, au niveau des lois, il y a une loi qu'on appelle actuellement loi sur l'autorité parentale conjointe. Vous la connaissez, cette loi. Mais regardons un peu dans le rétroviseur. Elle est extrêmement récente. Le mot conjoint date de 1987.
Mais la loi sur l'autorité parentale, elle date du 4 juin 1970. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire quelque chose de vachement important par rapport à la notion de parentalité. Ça veut dire que, la veille encore, le 3 juin 1970, en France, cette loi s'appelait loi sur la puissance paternelle. On est en France, il y a 38 ans. Qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire qu'en termes légaux, le mot parentalité ne désignait que le père. Vous vous rendez compte? C'est-à-dire que légalement, les mères n'avaient aucune autorité légale, aucun droit légal sur leurs enfants. Il y a 38 ans. C'est fou de l'imaginer, n'est-ce pas? Dolto était très parallèle avec le combat des femmes, n'est-ce pas? De l'enfant, à la place des femmes, à la place des parents, au pluriel. Loi sur la puissance paternelle. On est en France il y a 38 ans, n'est-ce pas? Je vous dis cela parce que famille dite recomposée, ce mot est bizarre. Ça veut dire qu'elle a été en état de décomposition. C'est ce que je comprends. Moi qui m'intéresse à la construction de l'enfant, je pense qu'un enfant ne se construit pas bien dans une famille décomposée. Par contre, une famille multicomposée, c'est constructible. C'est pas le même regard, n'est-ce pas? Eh bien, l'autorité des beaux-parents. Beaux-parents. Chez nous, il n'existe pas, en termes légaux. On commence à l'évoquer. Mais ça fait longtemps qu'il y en a. Ça fait longtemps qu'il y a plein de beaux-parents, hommes ou femmes, qui participent complètement à l'action éducative des enfants de leurs conjoints. Sauf qu'ils n'existent pas, en termes légaux. On va, dans 2 secondes, retourner vers les ados. Ils ne sont pas sans le savoir. Si ce beau-père veut faire autorité sur l'enfant de sa compagne, le jeune ne va pas être sur lui dire « T'es qui, toi, t'es un bouffon, j'y va, la vérité, t'es pas mon père. » L'autre bien emmerdé. Pas d'autorité, dis donc. C'est pas neutre. À savoir que ce rôle de père, cette notion-là de parentalité, est extrêmement récente. Extrêmement récente et en perpétuelle évolution. Alors, revenons une seconde à notre ado. Bien que je vous disais tout à l'heure, l'adolescent, pour moi, il est comme le bébé. Il se pose les mêmes questions que le bébé en double. Le bébé, séduction. Petit à petit, il construit des repères. Après 6-12 ans, arbitraire, il intègre tout ça, il fait marcher l'imprimante. C'est typiquement la période où l'imaginaire est à fond les manettes. Il va idéaliser. La séduction va se déplacer tout au long, va déplacer le curseur tout au long du développement de l'enfant. Le bébé va être simplement séduisant. Puis dès qu'il se met sur les pattes de derrière, il va rentrer dans le Oedipe, toi-même, comme disait Ruffo. Oedipe, il va utiliser sa séduction pour affirmer sa sexualité, cet enfant. Il va se mettre à essayer de séduire le parent ou la personne de sexe différent du sien qui vit dans le milieu familial. Cette petite fille, elle va être amoureuse de papa. Oh, elle va s'habiller avec des fringues de maman. Elle va l'attendre pour qu'il lui fasse un grand câlin quand il rentre du boulot, de façon à ce que maman tire la tronche au bout d'un quart d'heure. Tu ne m'as toujours pas dit bonjour, mais elle est tellement gentille. Le but, c'est d'attendre la nuit, voir s'ils se disputent bien comme prévu. N'est-ce pas? Et puis, cette petite fille, ou ce petit garçon, va beaucoup penser à la mort dans cette période-là, parce que ça serait vachement bien pour cette petite fille qu'on tue un peu la mère. Pas qu'on la tue complètement, vous voyez? On nous l'écrabouille, on la glisse sous la porte. Je suis avec papa, qui est un super mec, c'est Spider-Man, mon papa. Puis il y a la mère qui est là, quoi. D'ailleurs, je l'appelle même plus maman, pendant une période. Je l'appelle par son prénom, pour bien montrer qu'il y a 2 femmes à la maison. Version garçon, c'est la même à l'envers. Hein? Mais je pense beaucoup à la mort. Comment, moi, en tant que parent, vais-je le savoir? C'est la période où je vais poser plein de pourquoi. Les pourquoi les plus casse-pieds, au moment où on n'a pas le temps de répondre. C'est là où je vais avoir peur de redormir dans ma chambre, de m'allonger, d'être tout seul. Je vais avoir besoin de mon histoire. Et toujours la même histoire, dis donc. La même histoire que la veille, au moins je suis sûr que demain je ne serai peut-être pas mort. Question lancinante sur la mort.
dans cette période-là, une fois papa et maman m'auront mis à ma juste place, m'auront montré qu'ils sont aussi hommes et femmes, et qu'ils s'aiment, eux, eh bien, j'essaierai de leur foutre la paix. Ça va prendre du temps. Mais ça va, j'ai compris, ils s'aiment, et bon, moi j'en aimerai d'autres un jour. Je vais faire autre chose. Je suis dans la zone 6-12 ans, là. Ben, théoriquement, si j'ai réussi à sortir la tête de l'eau de cette période deep, machin, je vais idéaliser mes parents. Maman est top modèle. Papa est Spider-Man. J'ai des héros. Je vais m'identifier à des héros. C'est mon imaginaire. C'est la période où je vais beaucoup mentir. Je vais raconter plein de trucs. Et c'est la période où je vais avoir besoin d'éléments sur mon histoire pour me construire. Alors tout va bien, dis donc. Oh, j'ai réussi à être séduisant, estime de soi, résilience, faculté de reconstruire une histoire après une déchirure, j'ai confiance en moi. J'ai traversé la deuxième période, papa et maman, ils prennent du temps pour eux, en amoureux. Faut dire que je suis très actif, je suis plein d'énergie. Je suis tellement énergique qu'ils sont crevés. Mais qu'autour d'eux, on commence à leur dire que je suis très actif. On leur dit même que je suis peut-être hyper actif. On leur dit même que ça serait bien de me filer la Ritaline pour le calmer. Mais non. Heureusement que mes parents, ils ont été à la conférence, qu'ils ont entendu qu'il ne fallait pas filer de Ritaline. Mais il fallait refiler le loupio à des amis pour le week-end. Pour passer un week-end en amoureux. On hésite au début. Oh, énergique comme il est, dis donc, à quels amis on va pouvoir le filer? Alors, pour une première expérience, on choisit les amis qu'on a le moins peur de perdre. On leur ramène le samedi matin, on part un week-end en amoureux, on se dit pourvu qu'il ne pleure pas, parce que lui il ne pleurera pas, il verra qu'on part ensemble et ça va lui faire un bien fou. Mais le dimanche soir, on revient le chercher comme des panthères roses. On dit, oh là là, ils vont nous dire, la maison est destroyée complètement. Là, on est étonné de voir nos amis devant la porte en disant, qu'est-ce qu'il est gentil, hein, faudra le ramener la semaine prochaine. Qu'est-ce qu'il a fait? C'est pas le bon. Pas possible. Si, rassurez-vous, dès qu'on nous le rend, il redevient comme avant. On est devant le triangle là, de faire une expérience extra-familiale. C'est complètement essentiel. Donc, dans un troisième temps, eh bien, je vais doucement intégrer que je ne suis pas le centre du monde. Mais après, papa, maman, je vais les idéaliser, c'est bien. Je vais dessiner à maman des cœurs avec des flèches. Maman, je t'aime. Magique. Elle a intérêt à garder les cœurs. Pourquoi? Parce qu'après, un vendredi soir, je vais rentrer dans la période d'après, l'adolescence. Oh, ça commence par la puberté. Ça commence un vendredi soir. Et là, quel va être mon boulot? Ça va être de tester ce qui est possible de ce qui n'est pas possible. Si j'ai appris dès la petite enfance que j'étais le centre du monde, je vais être un ado centre du monde. Je suis en train de vous dire là le lien constant entre l'adolescence et le tout petit. Je suis en train de vous dire, pour être plus précis, que si dès la petite enfance, on aide un enfant à trouver sa juste place, il n'y a pas de raison majeure pour qu'il aille mal au niveau de l'adolescence. L'adolescence n'est pas une période de crise, encore une fois, mais c'est une période de fragilité, c'est une période de paradoxe. Pourquoi? Parce que mes parents, je vais m'en servir pour tester le vrai du faux. Et là encore, on va avoir besoin de cohérence. Je vais tester le possible du pas possible. Ado double. L'adolescent, alors je vais vous dire une phrase que vous ne pouvez pas du tout comprendre, c'est fait pour, mais la phrase suivante va devenir extrêmement précise. L'adolescent, il est comme le bébé en double, c'est-à-dire qu'il se pose toujours deux questions contradictoires qui doivent avoir la même réponse. Ça, c'est la phrase que vous ne pouvez pas avoir compris. Mais on va faire un petit exercice. Vous disait tout à l'heure, le bébé s'interroge. Est-ce que mes parents m'aiment tel que je suis? Eh bien, l'ado se pose les mêmes questions que le bébé en double. Première question de l'ado, est-ce que mes parents m'aiment tel que je suis? Deuxième question, est-ce bien vrai que je suis tombé sur les plus nuls? Dans les deux cas, la réponse doit être positive. Dur, hein, la galère. D'être parent d'ado, dis donc.
Je suis tombé, j'ai pas le bol, hein. Tous mes potes sont tombés sur les mieux. Moi, je suis tombé sur les plus nuls. Je discutais il y a quelques mois à Nantes, dans un collège, avec des jeunes qui avaient 13-14 ans, et je leur demandais, le thème de notre rencontre, c'était « Qu'est-ce que vous attendez de vos parents ?» Une gamine de 13 ans m'a dit une phrase, une pertinence extraordinaire. Elle me dit « Ce que j'attends de mes parents, c'est qu'ils me donnent des conseils pour ne pas les suivre. » J'avais jamais entendu un truc pareil. C'est lumineux. Alors, je lui ai demandé quand même quelques explications. Elle m'a expliqué que si ses parents attendaient qu'elle suive leurs conseils, ils étaient mal barrés. Mais s'ils ne lui en donnaient pas, c'était elle qui était mal barrée. On n'a pas le bol, dites donc. Parce que, mort ou vif, présent ou absent, en tant que papa et en tant que maman, on reste des modèles. On est des modèles, quitte à être des modèles à ne pas suivre. N'est-ce pas? J'ai pas le bol. Je vais en permanence, moi l'enfant, à la fois chercher mes parents sur leur terrain, c'est la bataille navale, hein, en tant qu'ado. Il faut toucher là où ça fait mal. Mais toucher là où ça fait mal, le bébé va faire pareil. Ça s'appelle comment? Ça s'appelle des vérifications d'amour. Elle est bien celle-là. Ça s'appelle des vérifications d'amour. Je touche mes parents là où ça fait mal pour être sûr qu'ils ont peur pour moi. Pour être plus précis, ça s'appelle des conduites à risque. Je vais me mettre en danger, il faut faire gaffe, parce qu'actuellement, il y a de plus en plus de gamins qui se foutent en danger et qui ont des conduites à risque, y compris des conduites agressives entre eux. Et si on prend le développement classique d'un enfant, il va en permanence développer des actions pour se rassurer quant au fait qu'il est aimé. Moi, j'ai 10 mois, 12 mois, 13 mois, j'ai un papa, j'en ai un, mais il n'est jamais là. Il part très tôt le matin, je dors encore. Il rentre très tard le soir, je dors déjà. Je me demande s'il m'aime. Je ferais bien une vérification d'amour quand même. C'est peut-être à cause de moi, je vous parlais des 3 boules tout à l'heure, la deuxième boule, c'est la culpabilité. Est-ce que des fois, ça ne serait pas à cause de moi qui est tout le temps parti? Il y a le vieux de la crèche, vous savez, l'heure du blanc. Je lui ai dit, je crois que mon père ne m'aime pas. Comment on pourrait faire une vérification d'amour? Oh, il m'a dit, moi aussi, je me pose la même question. Mais c'est très simple, tu lui fais peur. Je dis, comment tu fais, toi? Oh, mais c'est très simple. Moi, j'ai un petit escalier qui mène au grenier. Donc, dès que je fais une vérification d'amour, je monte, j'attends que mon père rentre le soir, je monte 4 marches, je hurle. Papa arrive, dit, oh, il va tomber. Il dit à maman, il faut qu'on mette une barrière, c'est pas possible, c'est trop dangereux. Je me dis, je sais qu'il ne faudra pas la barrière, donc je pourrais faire la vérification d'amour le mois prochain. Ça roule, il m'aime, c'est bien. Il n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Moi aussi, j'ai un petit escalier qui mène au grenier. J'ai attendu le soir même que mon père rentre du boulot. J'ai monté 4 marches, j'ai hurlé, il est arrivé, il a appelé maman, il a dit, regarde, il arrive, un bide. Ah, je l'ai engueulé le lendemain, le copain, j'ai dit, t'es un bouffon, tout. Alors, ah, il m'a dit, bah, ouais, mais c'est pas pareil, parce que les parents, ils sont pas tous les mêmes. Moi, le mien, il est plutôt du genre anxieux. Pour lui, assurer ma sécurité, c'est éliminer tout danger. Le tien, il est plutôt du genre sportif. Donc, pour assurer ta sécurité, il te fait prendre des risques calculés. C'est pas le même. Des fois, vous avez un papa et une maman qui ne sont pas pareils non plus. Quelle est l'importance de la cohérence? C'est de parler de soi, de dire « je ». Il y a un grand monsieur, j'ai eu la chance de rencontrer il y a peu de temps à Genève, qui est Albert Jacquard. Jacquard, 87 ans, biologie, généticien, a écrit en 1975 un livre extraordinaire qui s'appelle « Moi et les autres ». Dans ce livre, il y a 33 ans, il parle de l'importance du « je », parler de soi. Et il dit le danger, on parle de cohérence, le danger de ce qu'il appelle la relation klaxon. Je dis ça pour tout le monde bien piqué, hein, le pauvre vieux. C'est d'Albert Jacquard, 1975. Le tu. Parler à la place de l'enfant. Dire je, parler de ma peur. Moi, j'ai peur que tu tombes. Je n'ai jamais vu d'enfant transgresser ce je. Par contre, j'ai rarement vu d'enfant l'entendre. En règle générale, on parle à sa place. On lui dit, descends tout de suite, tu vas tomber. Tu, klaxonne. C'est un ordre, il tombe. Le je n'apparaissant que dans la deuxième séquence, je te l'avais dit, je le sentais. Et bien le sale mot, il remonte, dis donc. Tu vas retomber. Et il retombe, je te l'avais dit. Ah, il provoque.
Réfléchissons une seconde, qui provoque qui? Donc, j'en étais à mes vérifications d'amour. Eh bien, ça n'a pas marché le coup de l'escalier. Alors, mon copain me dit, il faut essayer autre chose, les peurs nocturnes. T'as essayé les peurs nocturnes, voir si ton père, quand t'as des cauchemars, il se lève. Dis-moi, il prend le limovan, il roupille. Autre chose. Elle me dit, bon, ton père, quand il rentre le soir à la maison, qu'est-ce qu'il demande? Je dis, il n'y a qu'un truc qu'il demande, c'est est-ce qu'il a bien mangé? Ah, mais il dit, mais je ne pas, tu manges pas. Il suffit que tu ne manges pas, tu vas bien voir si ton père, il t'aime. Hein? Je vous parle là d'une façon superficielle de phénomène d'anorexie qu'on peut voir chez certains enfants. Tu ne manges pas. Alors, il m'a briefé, hein, je suis à la crèche, donc il m'a dit, tu manges bien à la crèche. Il ne faut pas te laisser mourir de faim quand même. Il faut être raisonnable. Mais même, il fait une petite combine pour voir si tout le monde m'aimait. C'était adorer manger à la crèche, parce que je détestais bouffer chez mes parents. Et qui s'en parle. C'est extraordinaire. J'ai dit, tu fais ça avec quoi, toi? Il m'a dit, les tomates en salade. Jamais j'en mange chez mes parents. À la crèche, j'en avale. Tu verrais la tronche de ma mère quand la puéricultrice, elle lui dit, qu'est-ce qu'il aime, les tomates en salade? Tout le monde m'aime. Donc, il m'a dit, tu manges pas, on va voir si ton père il t'aime. J'ai commencé l'exercice ce soir même. Mon père est rentré de bonne heure ce soir-là, et pour se détendre, il m'a donné à manger de la purée. Il m'a installé dans mon baby relax, avec bavoir qui remonte, pour me préparer à la crèche. Ou l'année d'après, j'aurais le bavoir sous l'assiette. Vous avez déjà vu, un bavoir sous l'assiette, c'est terrible. Et donc, il m'a donné à manger de la purée. J'ai dit non. Oh, j'imaginais pas qu'il m'aimait à ce point-là. Il m'a dit une cuillère. Moi, j'ai dit non. Il est devenu tout vert. Je l'avais jamais vu dans cet état-là. Il m'a dit une demi-cuillère. J'ai dit non. Oh, je me rendais bien compte qu'il était terrorisé par le fait que je mange pas. Je me suis dit, je vais plus bouffer pendant 3 jours. Vérification d'amour total. C'était mon projet. Et figurez-vous qu'il y a eu un drame. Le lendemain, ma grand-mère est allée chez le docteur pour renouveler son ordonnance contre le cholestérol. Vlatipak, elle est tombée sur un article, l'anorexie mentale. Elle a découpé l'article en toussant, pour pas que le docteur entende. Et sous la lampe de la cuisine, vous aviez le père, la mère, la grand-mère en train de lire l'article. L'anorexie mentale. Je me suis dit, ils m'aiment tous. Je vais plus bouffer pendant 3 semaines.